Fait qu'on va tout de suite commencer avec notre représentant ici pour Département Caméra, qui est René Villeneuve, qui va vous présenter les nouveautés au niveau caméra, qu'est-ce qui a étonné tout le monde. Fait que moi, je vais switcher, puis je vais faire la Linda ou la Lenny, ou comment elle s'appelle la fille de Kodak, là? C'était très Linda. La Linda à René, puis je vais y passer son keynote. On a oublié les remotes de keynote. As-tu quelque chose à vendre, Marc-André? Je ne sais pas, il me semble que ça répond. J'ai dit quelque chose avant. Quand est-ce que je vends pas quelque chose? En tout cas, tu es convaincant. Ah, t'es là. Ça s'en vient. Non. Some mornings. Hey! René Villeneuve. Voilà. Alors, bonsoir. Je ne serai peut-être pas aussi exubérant que notre ami Marc-André, mais on a besoin de lui pour partir le party à soir. Alors, vas-y. On commence par la première caméra. Celle qui a impressionné énormément de monde sur le plancher ONRB. J'appellerais ça un jouet, mais un jouet absolument intéressant et assez fascinant. 299 $, une caméra HD qui fait du 1080p, 960p, 720 à 60 à 30 images secondes, qui enregistre sur une carte mémoire SD 4 heures et quelques de matériel, qu'on met sur un casque, qu'on met sur un skateboard, sur un snowboard, sur un surfboard, et sur le plancher. Donc, il y avait des démonstrations assez impressionnantes. Alors, c'était intéressant de voir que dans un monde où on parle de broadcast, on parle d'équipement très haut de gamme, on voyait apparaître ce petit jouet-là qui en passait dans une boîte de plastique transparente parce que, naturellement, ça va sous l'eau, cette affaire-là aussi. Alors, comme caméra point de vue, c'est absolument fascinant. Disponible sur le web, 299 $. J'ai rien à vendre, là, mais faut le dire quand même qu'on est rendu à un point, là. Je ne suis pas sûr qu'on peut aller plus bas, mais c'est quand même fort intéressant. Mais si on va dans des produits un petit peu plus haut de gamme, Sony... Il y a 3 zéros de plus, hein, celle-là. Ah oui, bien, il y a quelques... 9000, oui, c'est ça. 9000, c'est un bon chiffre. En fait, la 9000 existe depuis à peu près presque 8 mois. Sony les ont présentés au mois de novembre dernier ici au Canada. Ce qui est intéressant cette année au NRB, c'est qu'ils nous présentaient un modèle fonctionnel de la 9000 PL, donc avec les montures PL qui prennent les lentilles 35 mm et qui a donc le capteur grand format de la F35. Alors ça, c'est intéressant, d'autant plus que c'est une caméra qui évolue dans la mesure où le mécanisme d'enregistrement qui est HDCAM-SR, donc des cassettes quand même assez coûteuses, peut être remplacé ou pourra être remplacé d'ici environ 6 mois par un mécanisme d'enregistrement sur 4 mémoires. On parle de 4 mémoires de 1 téraoctet de Sony pour enregistrer, donc en 444, en RGB et tout. Alors, je ne fais pas le tour des caractéristiques, mais c'est clair que Sony était dans le game pour jouer sérieusement. On parle d'un caméscope qui se détaille, qui va se détailler, et on parlait de zéro, là, on parle d'à peu près 80 000 $. Mais rappelez-vous, et je suis sûr que Jacques Lamontagne, le département caméra, peut en témoigner, les premières F900 de Sony, ça sortait autour de 125 000 $. Et, bien, quand tu tu le payes cher. Je peux t'avoir répondu. Mais non. Mais qu'on le voit quand même de moitié prix, avec beaucoup plus de fonctionnalités. On est rendu quand même avec un caméscope qui peut faire du RGB, qui peut faire utiliser les vitesses variables, faire du 444, du 422. Alors, assez impressionnant et sûrement un signe des temps en ce qui concerne où est le maximum, où est le plafond. C'est sûr que l'arrivée des caméras comme Red ou Silicon Imaging ou autres leur a fait, disons, reconsidérer le marché et voir que pour maintenir leur place, c'est sûr qu'il faut qu'ils fassent quelque chose qui se rapproche un peu plus de la réalité. La prochaine, c'est mon coup de cœur pour l'NAB en termes de caméra. Harry, après tant d'années, avec la D21 qui semblait être un essai, on n'était pas sûr si c'était pour rester, mais là, c'est clair qu'ils ont fait leur devoir. Alors, ce qu'ils ont présenté, c'était le premier modèle d'une série de 3 qui va se compléter probablement d'ici la fin de l'année. Mais ce premier modèle-là est fonctionnel.
sur le plancher. Ils prennent des réservations. Pour moi, ils ont appris ça quelque part. Une petite compagnie aux États-Unis qui a parti ce mode-là. Alors, ils prennent des réservations présentement pour les caméras. Beaucoup peuvent prétendre qu'ils ont manqué le bateau parce qu'ils sont allés avec une caméra qui a un capteur 3K seulement. Je ne suis pas en accord avec ça. Si on regarde des films qui présentement font les plus grosses entrées au cinéma comme Avatar, c'est tourné en même pas 2K. C'est du 1920 par 1080 et ça passe très, très bien la rampe. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de 4K ou supérieur, mais je pense qu'ils ont compris que pour rester dans un créneau raisonnable en termes de prix et aussi avec une chaîne de post-production qui est aussi acceptable et compréhensible, l'idée de travailler en 3K était quand même un maximum qui était assez acceptable. Donc, un capteur grand format qui est très flexible parce qu'on peut travailler grâce à l'implantation d'une technique développée par Arri qui s'appelle le M-Scope. On peut donc faire du cinémascope avec le capteur en utilisant la pleine superficie 4/3 du capteur qu'on a là-dedans. Je vous dirais que l'aspect révolutionnaire, cependant, de cette caméra-là, c'est l'idée et ça, ils ont gardé ça vraiment à la toute dernière minute, ils l'ont annoncé à l'ouverture ou la journée après l'ouverture du NAB, c'est l'inclusion d'un mécanisme d'enregistrement sur carte mémoire S-by-S, les cartes que Sony utilise, développées par SanDisk. Sur ces deux cartes-là, donc on peut insérer deux cartes, on peut enregistrer, et là je suis le commentaire de Marc-André quand il parlait de l'adoption du ProRes. Alors, c'est enregistré en format ProRes, mais pas ProRes 422, mais aussi le ProRes 444. 4444 en fait. Et ça, c'est aussi assez exceptionnel de voir une implantation de cette nature-là directement sur la caméra. Ce qui fait que, puisque à partir de ce moment-là, on est prêt à faire tout de suite la post-production en Final Cut, par exemple, on peut donc tourner sur le plateau comme si on tournait avec une EX3 ou n'importe quel autre caméscope conventionnel, tout en conservant la possibilité d'enregistrer simultanément sur un enregistreur externe ce qui sort des sorties HDSDI ou Dual HDSDI ou la nouvelle norme, en fait, qu'ils appellent le 3G, qui est finalement une seule connexion, mais qui donne 3 gigabits seconde pour faire donc du 1080 60p, pour faire du 3D, pour faire plein de choses, du RGB et le reste. Donc, une caméra qui est révolutionnaire dans ce sens-là, surtout qu'on parle, pour Arri, c'est quand même assez nouveau, d'avoir une caméra qui se situe autour de 60-65 000 $. Le prix n'est pas encore ferme, mais on vise ce créneau-là. Moi, j'ai plus l'impression que ça va être autour de 80 qui accepte naturellement des lentilles et toute la gamme d'accessoires que l'industrie du cinéma et de la télévision est habituée d'employer. Donc, le kiosque était bondé, beaucoup de difficultés à pouvoir circuler parce que c'était vraiment, je dirais, le clou du show. Une chose qui est intéressante de la part d'Arri, c'est que leur annonce du S-by-S, je soupçonne, et je peux me tromper, mais c'est clair que comme c'est un appareil qui s'adresse plus dans le haut de gamme et à des entreprises qui ont peut-être plus des ressources, ils ne pouvaient pas s'aliéner ou s'affranchir de tout le reste de l'industrie en termes du montage et de la post-production. On sait très bien que Final Cut est très répandu, mais Avid est encore là et je pense qu'ils ont attendu que Avid soit prêt d'annoncer leur importation du ProRes via le Avid Media Access, qui fait donc en sorte que le ProRes est effectivement un format qui est assez universel maintenant. Il n'y a vraiment très peu de plateformes de montage qui ne sont pas en mesure d'accepter le codec en question. Et ça, je pense que c'était un sine qua non pour Arri de pouvoir vraiment s'engager dans le codec ProRes. Le viseur électronique, changez la slide, avancez. On voit ici donc les deux fentes. Alors, c'est une plaque qui s'ajoute sur le côté de la caméra et il se donne le loisir, effectivement, de changer cette plaque-là pour accommoder d'autres formats, peut-être éventuellement. Pour l'instant, c'est le format S-by-S qui est proposé. Si on avance d'un autre petit coup,
Ça aussi, c'est un autre aspect assez révolutionnaire de la caméra. Il y a en fait, j'en connais pas. Je pense que c'est la première qui nous donne cette fonctionnalité-là. Le viewfinder électronique, en fait, on voit 104% de l'image. C'est-à-dire que sur le viseur, l'image que la caméra capte n'occupe que 96% de l'espace sur le viseur. Il y a donc un espace tout le tour où on voit de l'image, mais cette image-là n'est pas enregistrée. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient émuler les viseurs optiques qu'on retrouve sur les caméras film, et c'est un atout assez intéressant pour les acteurs photo et autres qui veulent justement se prémunir de voir un peu ce qui vient dans l'image et de pouvoir s'ajuster avant que le micro rentre dans l'image et qu'il soit trop tard. Alors ça, c'est fort intéressant de voir la technologie employée est une technologie LCOS donc Liquid Crystal on Silicon de 1280 par 720, un viseur quand même qui donne une très très belle image, très lumineuse parce que l'éclairage arrière est avec des DEL. Alors, on quitte le très haut de gamme, puis on revient dans un peu plus bas de gamme. Canon annonçait depuis un certain temps l'avenue justement d'un caméscope. Et c'est étrange parce qu'à voir le nombre de personnes qui utilisent la Canon 5D, on pourrait croire que vous êtes rendu, puis pourquoi ce Canon devrait faire des petits caméscopes? Vous savez, on peut construire une maison avec un tournevis. Je suis capable de planter un clou en tenant le tournevis de l'autre bord. Je suis capable de visser des vis, ouvrir des cannes de peinture. Je peux faire plein d'affaires avec un tournevis. Ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour la job, pour faire toute la job en tout cas. Mais je peux y arriver si j'y mets le temps et l'énergie. Alors, quelque part, Canon a donc compris que pour certains types d'applications, c'est sûr que la 5D ou la 7D font un travail extraordinaire, mais pour des vidéastes, des gens qui veulent un appareil qui est un peu plus convivial et un peu plus pratique en termes d'utilisation pour des situations plus style documentaire et autres, ils voyaient très bien que le marché était fort bien occupé par la X3, la HVX200 ou HPX 170 ou autre, et ils sont donc lancés vers la fabrication et la commercialisation de deux caméscopes, le 300 et le 305. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Canon dans la salle, mais y a-t-il quelqu'un qui peut me dire la différence entre les deux? Parce que quand on... Pardon? C'est tout? C'est le Genlock et le SDI, c'est tout. Sauf que quand tu lis la publication, ils te laissent croire qu'il y a du SDI dans les deux, puis des fois, ils ne le disent pas, c'est pas clair. Mais en tout cas, parlons de la 305, elle, je sais qu'elle a les deux. Et on parle d'un caméscope de, je sais pas, je pense qu'on parle de quelque chose autour de 6 000 $ ou quelque chose du genre. Alors, c'est encore une fois dans un créneau qui se compare très bien aux autres qui sont sur le marché. Alors, je pense qu'on va voir des compagnies comme Sony et Panasonic devoir partager le marché avec ce type d'appareil-là. Ce qui est intéressant, et Marc-André l'a mentionné tout à l'heure, il me reste 2 minutes. Ils appellent le codec Full HD, alors ne pas confondre avec d'autres appellations Full HD. C'est le codec MPEG-2 qui est du long up, et eux, comme eux autres, nos amis de JVC, ils sont pas belles les photos, hein? Yuck! Non, c'était correct chez nous. Oui, c'est en PowerPoint. Ben ouais, mais regarde. Ah d'accord, on ne s'assinera pas. Je vous laisse lire les caractéristiques, mais ce qui est intéressant, c'est qu'autant la Canon que celle-là, malgré leur codec un peu différent, ont tous quand même la préoccupation de voir rentrer quelque part dans un système de montage. Et on voit encore une fois l'application de QuickTime, donc l'enveloppe d'Apple, pour pouvoir rendre les choses un petit peu plus universelles. Dans leur cas ici, autant que comme Canon, ils adoptent les bitrates ou les vitesses, les cadences et les débits de transfert de XDCAM, donc 25, 35. Et dans le cas de Canon, ils vont jusqu'à 50 mégabits seconde. Et dans le cas de Canon, on parle de 4.2.2, on ne parle pas de 4.2.0. Donc, ils ne se comparent pas tous. Ce qui est intéressant, c'est que la 970 de JVC est disponible aussi dans une variation studio où on peut mettre des lentilles très haut de gamme. Et je sais pas, je ne suis pas sûr que c'est le... Je pense que c'est encore un tournevis, cette affaire-là. Mais next.
Alors, ça aussi, c'était, si l'Alexa était le clou du show, ça, c'était le rêve du show. C'est en devenir, c'est pas un produit. Expérimentalement, ceux qui connaissent M. Boviala, l'inventeur, comprennent que, bon, comme bien des Français, il est très volubile et il s'exprime très bien, mais des fois, il ne dit pas tout. Alors, on n'est pas trop sûr de la résolution. Ça va être 4, ça va être 5, ça va être on ne sait pas combien de cas. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment révolutionnaire dans la mesure où, pour la première fois, le monde du film et de la vidéo, et du numérique, pardon, se rencontre. On enlève le magasin film et on place un capteur fabriqué par Dalsa, exprès pour Atom, et un capteur à 2 sensibilités, 100 ou 800. Alors, c'est assez étrange comme approche, mais fort intéressant malgré tout. On retrouve la Penelope film. On l'appelle la Penelope Delta parce que c'est pour la différencier. Et avance. L'autre. On voit ici d'ailleurs derrière l'espèce de fente où on rentre le disque dur qui donc enregistre les données en DPX. En fait, c'est l'enveloppe DPX parce que c'est un fichier qui est RAW, donc un fichier qui va demander du traitement post-production. Consommation électrique extrêmement faible. Donc, à garder un œil là-dessus, espérons que ça revienne un jour. On continue rapidement. Panasonic, j'ai l'impression que c'est un petit peu leur coup de... Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, là, leur coup de canon pour compétitionner avec nos amis de Canon et autres, et Nikon et autres qui ont des capteurs grand format pour leurs caméras. Alors, on voit, au lieu de faire une caméra photo qui fait de la vidéo, on a une caméra vidéo qui ne fait pas de la photo, là, mais elle a un capteur photo. Un capteur micro 4/3, donc qui se conforme à toutes les normes de la photographie pour ce format-là, qui accepte donc toutes ces lentilles-là. Mais dans le fond, ce boîtier-là, c'est un caméscope qui a toutes les caractéristiques de la HPX. C'est quoi ton Kodak? HMC, la HMC, pas la HPX, la HMC. Donc, c'est du AVC HD, c'est dans la série AVCAM de Panasonic, du AVC HD à maximum 24 mégabits seconde, ce qui est quand même assez raisonnable pour du HD 64. Next. Alors, si on reste dans des Kodak qui ont maintenant une allure haut de gamme, mais qui demeurent dans des gammes de prix intéressantes, voici la suite de la AEX3. Elle a grandi, est rendue avec... En fait, elle existe en 2 formats, la 320 et la 350. C'est juste qu'elle a pris la forme à l'épaule, mais dans le fond, c'est toutes les caractéristiques d'une AEX3, sauf qu'on parle d'un capteur soit demi-pouce ou 2/3 de pouce. Dans ce cas-ci, c'est le 2/3 de pouce. Next. Alors, Panasonic ne pouvait pas faire autrement que de faire la même chose. Alors, la HPX 370, qui est dans le fond, s'enligne exactement contre la 350. Alors, ce sont des nouveaux produits du NAB. Là, on tombe dans la spécialité, on achève. Dans les caméras spéciales, celle-là vraiment a fait fureur sur le plancher parce que plein de monde qui attendait un Kodak haut de gamme, mais avec peu d'accessoires. C'est un box camera de Sony qui, dans le fond, c'est comme les caméras de studio à Radio-Canada, à TVA. C'est comme une 1400 ou une 1500, sauf qu'il n'y a rien dessus. Elle n'est pas habillée. Ce qui est intéressant, on fait du 3D avec cette caméra-là. Elle se prête très bien parce qu'elle est petit format et elle accepte tous les contrôles, les RCP, les Master Setup Unit de Sony. Next. Celle-là est assez intéressante. Une petite caméra allemande dont on va sûrement entendre parler. Un capteur RAW et qui sort du 2K en 12 bits. La caméra est grosse de même. On la voit installée pour faire du 3D. Alors, fort intéressant. Va donner un petit peu de fil à retordre à nos amis de SI2K. La Mini, là, je pense qu'elle vient de trouver un compétiteur sérieux. Alors, je parle très brièvement du SR5800, c'est que Sony a compris que maintenant, même si on travaille sur des rubans, on ne peut pas ignorer le monde de la post-production, le DPX et tout. C'est le premier magnétoscope qui va permettre de jouer du SRW, mais ce qui va sortir, c'est des fichiers DPX. Ce qui est encore plus intéressant, on peut entrer des fichiers DPX et ça s'enregistre sous forme de HDCAM SR. Alors ça, c'est quand même assez fascinant.
Avec la même carte d'option, ça c'est en option naturellement, avec la même carte d'option, on peut maintenant aussi faire carrément du data, donc importer ce qu'on appelle du MXF data à 2 fois et même, non, 2 fois la vitesse de temps réel en 444. Alors, intéressant pour les gens qui font de la post-prod. Next. Les cartes mémoire, c'est intéressant. On comprend que maintenant, ça prend plus de capacité. Comme on s'est tous installé des bebelles à côté parce que ça ne faisait pas le job, autant Sony que Panasonic ont commencé à sortir des mécanismes de sauvegarde qui acceptent à la fois les cartes mémoire et les disques durs. Ça, c'est celle de Panasonic. Et naturellement, comme ça faisait longtemps qu'ils se faisaient blâmer de ne pas avoir un lecteur de cartes raisonnable externe qu'on peut brancher sur n'importe quoi, alors finalement, ils en ont sorti un, quand même assez raisonnable. Et on termine avec Sony qui ont fait exactement la même chose. Donc maintenant, disque dur et lecteur de carte mémoire. Alors, on termine. On travaille, on tourne plein de fichiers numériques. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, plein de gens avaient commencé à s'installer des systèmes de gestion de données sur les plateaux de tournage pour pouvoir ramasser les cartes mémoire, faire qu'est-ce qu'on fait avec les compact flash, qu'est-ce qu'on fait avec le RAW, est-ce qu'on fait un debayer sur le plateau, quoi que ce soit. Cette compagnie-là, que vous connaissez peut-être déjà, qui n'est pas une nouvelle compagnie, mais a commencé à vraiment est devenue assez populaire et prenait beaucoup d'intérêt sur le plancher avec toute la gamme de produits. Alors, c'est un Data Wrangler in a box. Ça a le logiciel, ça a tout, ça a les LTO, tout ça dans une petite valise et tu te promènes. C'est assez intéressant. Je pense que c'est fini. Yes.